Bonjour Anne-Laure, tu es la première invitée d'une nouvelle série d'interviews sur le boudoir numérique, dont le but est de partir à la découverte des métiers liés à la cause animale. Alors ce sont des métiers souvent méconnus et qui même ont dû être créés de toutes pièces par ceux qui l'exercent. C'est ton cas, je pense. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, merci. Alors moi, je suis Anne-Laure Menkens. Je suis de métier formatrice consultante sur la question animale. Et donc, je suis fondatrice de Drôle de Zèbre. Je suis cofondatrice de l'agence Symbiocène et je suis co-créatrice de la fresque des animaux. Et je suis également enseignante à la fac de Rennes, au diplôme universitaire Animaux et Société. C'est là où on s'est rencontrés. Et je vais également enseigner en 2025 à Sciences Po de Rennes. Ok, alors en 2020, tu as créé Drôle de Zèbre. C'est quoi? Alors, Drôle de Zèbre, c'est quoi? C'est une entreprise que j'ai créée. Donc, c'est une entreprise individuelle qui accompagne notamment les collectivités territoriales, mais aussi un peu les entreprises, à intégrer en fait les animaux dans les activités, le fonctionnement des collectivités, des entreprises et à intégrer vraiment pleinement la question animale. Alors concrètement, comment ça se passe? Imaginons, je suis une entreprise et je veux faire appel à toi. Comment est-ce qu'on te contacte et comment ça va se passer? Alors, bon, déjà, j'invite les personnes qui sont intéressées à aller voir le site internet de Drôle de Zèbre. Donc, c'est ddzèbre.com. Et alors, concrètement, comment ça se passe? Donc, les personnes voilà, me contactent. On fait un premier échange où moi, je recherche en fait quels sont les besoins là, de l'entreprise, du coup. Quels sont les besoins de l'entreprise vis-à-vis de la question animale. Donc, tout dépendra aussi de la taille de l'entreprise. Et si c'est une grosse entreprise, là, je vais plutôt la faire basculer sur l'agence Symbiocène, mais on en parlera tout à l'heure. Et donc là, moi, c'est à moi d'évaluer aussi les besoins de l'entreprise, s'il y a des besoins de formation, de sensibilisation des collaboratrices, collaborateurs, des personnes qui travaillent dans la RSE. Donc là, moi, je fais une proposition de formation. Ça peut être aussi une proposition de fresque. La fresque des animaux, c'est un atelier de 3 heures qui permet de comprendre de façon ludique et collaborative la transversalité et la complexité de la condition animale. Donc, c'était un très, très bon début pour commencer à aborder en fait la question animale dans une entreprise. Et ensuite, j'évalue effectivement si l'entreprise veut développer une stratégie vraiment intégrée euh, en faveur de la question animale. Et à ce moment-là, on élabore tout un processus, mais là, ce sera plutôt l'agence Symbiocène. Ah. Mais je veux dire, ce sont des personnes qui arrivent vers toi avec une envie, c'est de quoi? C'est de d'inclure plus les animaux dans leur process, par exemple un process de production pour une marque de mode ou comment ça fonctionne? Tout à fait. En fait, ça peut être à peu près n'importe quelle activité, même si l'activité n'est pas nécessairement en lien direct avec les animaux. Donc, la base, en fait, mes clients, ils viennent me voir parce que généralement, eux, ils ont une sensibilité sur le sujet. Mais ça peut être aussi des personnes qui sont tout simplement curieuses de savoir ce que je peux proposer. Et donc là, on voit ensemble ce que je peux faire, ce que je peux proposer. Et donc, ça peut prendre effectivement plusieurs formes. Donc, ça peut être de la formation, de la sensibilisation, des ateliers, des conférences aussi. Je fais des conférences. Ça peut être aussi des missions de conseil, bien sûr, sur soit un élément précis de la stratégie d'entreprise, soit de façon globale. Et donc là, c'est vraiment en fonction du type d'activité. Et donc, les missions de conseil, par exemple, ça peut être donc ce que j'appelle une animalise. Donc là, c'est développer la méthodologie. C'est une nouvelle méthodologie que j'ai inventée. Et donc, il s'agit d'évaluer à la fois les dépendances et les impacts des activités de l'entreprise vis-à-vis des animaux. Et quand on parle des animaux, c'est pas seulement sauvages, parce que souvent on pense à animaux sauvages quand je dis ça, mais c'est aussi les animaux de compagnie, les animaux dits d'élevage, les animaux liminaires, comme les rats, les pigeons par exemple, les animaux aussi d'expérimentation. Et donc moi, je vais regarder en fait quels sont les liens des activités entre les activités de l'entreprise
et ces animaux-là. Je vais les évaluer, je vais analyser tout ça et du coup, on va élaborer une stratégie pour que l'entreprise ait un impact évidemment moindre sur les animaux, quels qu'ils soient, et aussi une dépendance moindre vis-à-vis de ces animaux, si c'est possible. Mm. Alors, pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu veux bien me donner un exemple de cas précis que tu as déjà traité, soit avec une entreprise, soit avec une collectivité? Oui. Alors du coup, je vais d'abord les collectivités. Les collectivités, donc c'est quand même le gros de mon activité pour l'instant. Donc les collectivités peuvent avoir des besoins de formation. Formation de qui? Donc ça peut être des agents territoriaux, ça peut être aussi des élus. Donc là, j'ai des formations vraiment spécifiques pour à la fois les élus et les agents territoriaux. Donc les élus, c'est par exemple savoir quelles sont les règles en fait qui régissent les relations entre les animaux et les collectivités. Donc, par exemple, il y a tout un tas de réglementations sur les animaux divagants. Il y a aussi tout un tas de réglementations sur les marchés publics. Donc là, moi, je fais tout un panorama en fait de toute la réglementation qui existe et les obligations des collectivités vis-à-vis des animaux. Et il y en a. Elles sont parfois méconnues. Et ensuite, on va voir ce qui est possible de faire et ce qui se fait déjà en fait ailleurs dans d'autres villes. Donc là, c'est une formation qui dure 2 jours. C'est une formation assez intense. Pour les agents territoriaux, donc ça peut être sous forme d'atelier. Donc là, on est plus sur de la sensibilisation formation. Je fais aussi des missions de conseil. Donc ça peut être des missions de conseil spécifiques sur un sujet vraiment précis, comme par exemple le bien-être animal dans les marchés publics, puisqu'il y a un article dans le Code de la commande publique qui permet d'intégrer le bien-être animal comme critère de choix des entreprises qui vont, par exemple, fournir l'alimentation dans les cantines scolaires. Donc ça, c'est intéressant de le savoir et c'est intéressant de savoir aussi comment on met en œuvre cet article-là. Donc là, j'ai une formation spécifique dessus. Et aussi des missions de conseil. Donc ça, je peux faire ça avec grand plaisir parce que c'est vraiment ma spécialité si j'en ai une. Et ensuite, je peux aussi, donc là, je viens de terminer, par exemple, une mission d'audit pour une grande ville de France. Donc là, j'ai analysé pendant plusieurs mois tout ce qui se fait en fait dans cette ville. Et j'ai donc fait des préconisations en fonction de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu analyser. Donc, par exemple, il y a des choses qui sont faites au niveau des animaux de compagnie, mais comment on fait en fait pour pérenniser ces actions et les rendre en fait vraiment pérennes dans le temps, même si la mandature suivante est différente. Donc là, ce sont des questions vraiment à se poser quand on est dans une collectivité, quand il y a un élu ou une élue à la condition animale, c'est comment on fait pour pérenniser les actions et les renforcer et éventuellement lancer d'autres actions avant la fin de la mandature, tant qu'à faire. Donc là, c'est une mission, ça quand même assez longue. C'est une mission assez, mais c'est du concret, hein, ça débouche sur vraiment des préconisations d'ordre stratégique, opérationnel, organisationnel, mais c'est vraiment du concret au concret. Là. Alors peut-être, justement, la question que je me posais, c'est peut-être que les collectivités qui ont envie de changer les choses ne se rendent pas compte, en fait, qu'elles ont vraiment le pouvoir de le faire. Est-ce que c'est ça que tu leur montres, en fait? Oui, tout à fait. Alors, ça dépend évidemment de l'avancement en fait, de la politique favorable aux animaux de la ville en question. Donc, moi, c'est vraiment personnalisé ce que je fais. Donc, il y a des villes qui sont évidemment beaucoup plus avancées que d'autres. D'ailleurs, on peut voir sur le site Politique et Animaux le classement des villes en fonction de critères de l'association L214. Donc, c'est intéressant aussi de voir quelles sont les villes qui développent très, très fortement ces politiques-là. Et puis, quelles sont les villes aussi qui développent peu, parce qu'effectivement, elles ne savent pas nécessairement ce qu'elles peuvent faire. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant et c'est vraiment intéressant depuis les dernières élections municipales, puisqu'avant, il y avait quand même très, très peu d'élus à la condition animale dans les collectivités. Et aujourd'hui, on est à environ 200
en France, donc, et globalement, il y en a dans toutes les grandes villes de France. Donc, ça, c'est une vraie avancée. Mais par contre, c'est vrai que ce sont souvent des premiers mandats. Et donc, bah, ce sont des pionnières et pionniers, les personnes qui sont là, avec toutes les difficultés que ça suppose quand on est pionnière ou pionnier. Donc voilà, ils essuient un peu les plâtres. Et moi, je suis là pour les accompagner au mieux. Et alors les entreprises, peut-être un cas concret que tu as traité avec une entreprise. Oui, tout à fait. Alors, il y a quelque temps, j'ai fait une animalise dans une clinique vétérinaire. Et donc là, c'était intéressant de voir justement les dépendances, évidemment, vis-à-vis des animaux de compagnie, ça, on s'en doute, puisque c'est une clinique chat-chien, en gros. Et là, c'était intéressant de voir quelles étaient les dépendances de l'activité vétérinaire vis-à-vis des autres animaux, donc notamment sauvages et d'élevage et d'expérimentation aussi, puisque là, il y a un vrai sujet. D'ailleurs, l'animalise a débouché sur plusieurs actions qui ont été faites. Donc, il y a une quinzaine d'actions qui ont été réalisées suite à l'animalise dans cette clinique vétérinaire. Par exemple, parce que je sais qu'il faut que je donne des exemples. Donc, par exemple, il y a une exposition sur le bien-être animal qui a été mise en place dans la salle d'attente de cette clinique vétérinaire. La vétérinaire s'est formée à l'animation de la fresque des animaux, donc elle peut proposer ça maintenant au sein de sa clinique. Euh, Qu'est-ce qui a été fait d'autre? Il y a toute une réflexion qui a été faite sur justement les produits expérimentés sur les animaux. Donc là, moi j'ai regardé en fait vraiment tous les produits utilisés. Il y a des choses qu'on ne peut pas remplacer aujourd'hui qui ne sont pas remplaçables par des produits non testés. Et certaines choses ne sont pas possibles. Par contre, les produits qui sont remplaçables, là, clairement, tout a été remplacé. Donc, ça a été des produits d'hygiène, par exemple. Donc, ça a été fait. Et en réfléchissant aussi, en analysant tout ça, j'ai vu que la vétérinaire avait des questions et des grandes réflexions sur la nutrition des chats et des chiens. Et du coup, j'ai pu l'orienter sur une formation vraiment spécifique sur la nutrition. Et donc, c'est une formation qu'elle a suivie. Elle était ravie de la suivre. Est-ce que tu sens justement que les entreprises, les collectivités sont désireuses d'intégrer le respect des animaux dans leur fonctionnement? Oui. Alors, moi, je vois ça de ma lorgnette, hein. Donc, moi, oui, mais je pense que mon regard, il est très biaisé vu mon métier. En revanche, on peut quand même s'appuyer sur des marqueurs. Euh, au niveau des entreprises, alors d'ailleurs, j'en profite pour donner le nom d'un magazine qui est dédié à l'économie végane qui s'appelle Veg Economist. Et alors la version française voilà, le contenu français n'est plus disponible. Enfin, il est toujours disponible, mais il s'est arrêté à juin 2023. Mais par contre, en anglais, ça continue. Donc vraiment, j'invite les auditeurs et auditrices intéressés à aller sur le site internet pour voir vraiment toutes les nouveautés. Et oui, pour moi, il y a des marqueurs forts, c'est-à-dire qu'il y a quand même de nombreuses nouvelles entreprises qui se créent sur la base d'un modèle zoo-inclusif, c'est-à-dire qui intègre dès le départ la question animale dans le modèle d'affaires. Et donc, ils font en sorte que les dépendances et les impacts sont les plus petits possibles sur les animaux. Donc là, on a des entreprises, par exemple, de maquillage comme le Rouge Français, une entreprise notamment de rouge à lèvres, qui s'est basée sur ça. On a aussi d'autres entreprises qui sont spécialisées dans la mode. Donc, par exemple, Minuit sur Terre, qui fait notamment des chaussures véganes avec du cuir alternatif, donc végétal. Pour moi, ça, c'est des marqueurs, mais il y a aussi des autres gros marqueurs qui sont que les grandes entreprises intègrent des produits véganes. Par exemple, on a Adidas qui développe là maintenant des chaussures véganes.
Ça, pour moi, ce sont vraiment des marqueurs économiques importants qui montrent qu'effectivement, de toute façon, l'évolution culturelle, elle est là, elle est en marche, elle est en cours. Des entreprises vont euh, au pire suivre et au mieux anticiper. Donc oui, ça se développe et ce n'est pas là pour le coup, ce n'est pas mon avis. C'est quelque chose de factuel et d'ailleurs ça se voit dans les statistiques aussi au niveau culturel. On voit que il y a de plus en plus, ne serait-ce qu'au niveau de l'alimentation, il y a de plus en plus de végétaliens. On voit aussi des personnalités qui prennent la parole sur ce sujet. Donc en France, on a Éric Antoine, on a Nagui, on a Guillaume Meurice qui prennent la parole quand même facilement sur le sujet des animaux. On a aussi des influenceurs et influenceuses. On a des personnalités ouais, dans la culture, dans la chanson. Moby, il y a un des membres du groupe de musique Gojira, voilà, qui est vegan et qui le fait savoir. Donc tout ça, ce sont des marqueurs en fait. C'est un ensemble de marqueurs qui me font dire que oui, il y a une évolution culturelle, c'est sûr, et les entreprises vont devoir de toute façon suivre. Mm. Et toi, Anne-Laure, tu faisais quoi avant comme métier? Alors, moi, je faisais autre chose. Donc déjà, je suis juriste de formation. Et donc, j'ai travaillé pendant 10 ans pour le ministère de l'économie. Et donc, j'étais inspectrice de la concurrence, consommation et répression des fraudes. C'est-à-dire que je réalisais des enquêtes dans des entreprises, mais aussi des collectivités territoriales, pour vérifier le respect de la réglementation économique. Et donc, j'ai une expérience forte d'enquête et d'audit, en réalité, voilà, dans les différents acteurs économiques que sont les entreprises et les collectivités territoriales. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de t'engager dans la cause animale? Mm. En fait, je suis engagée dans la cause animale depuis de nombreuses années, bien avant Drôle de zèbre. Euh, Parce que, voilà, pour moi, il me semble tout simplement juste de s'intéresser aux individus qui souffrent et d'essayer bah, voilà, de faire quelque chose pour eux. Et en fait, c'est un souhait qui est devenu de plus en plus fort au fil des années. Je me suis engagée en créant ma propre association, Animal 360, donc qui en fait a corrélé le projet de réaliser un tour du monde sur le thème de la protection animale. Donc ça a été fait pendant 2 ans. Et puis, en fait, c'est au retour de ce tour du monde que je me suis dit, bah, en fait, on passe quand même en moyenne 80 000 heures de son temps de vie au travail. Qu'est-ce que j'ai envie de servir, en fait? Et en fait, voilà, c'est parti de cette réflexion-là. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de mettre mes compétences et mes appétences au profit voilà, de la cause animale. Ça me semble juste au moins d'essayer. Et pourquoi spécifiquement avoir créé Drôle de zèbre? Ça a été quoi le déclic pour Drôle de zèbre? Hmm. Pour moi, enfin, il n'y a pas eu de déclic rapide dans le sens où c'est le fruit d'un processus de réflexion assez long. Parce que moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin voilà, de réfléchir assez longuement sur ça. Euh, pour moi, ça a été en fait de me dire bah, quelles sont en fait voilà, quelles sont mes compétences et en fait est-ce que je peux mettre ces compétences-là au profit de la cause animale. Et c'est pour ça que j'ai créé Drôle de zèbre, c'est parce qu'en fait je me suis dit je sais faire des audits, je pense que je peux adapter la méthodologie d'audit à la cause animale. Donc là, j'ai créé une nouvelle méthodologie, mais en soi, bah, le métier d'auditrice, auditeur, il était là, il était présent déjà. Donc c'est comme ça qu'est venu le sujet. En fait, j'ai regardé
j'ai regardé si ça n'existait pas parce que je me suis dit ça existe forcément. En fait, j'ai cherché et puis j'ai pas trouvé. Et donc je me suis dit bah si ça n'existe pas, voilà, faut peut-être le créer pour voir ce que ça donne, c'est expérimenter en fait quoi. Mm. Après, je l'ai fait aussi parce que j'avais un contexte personnel qui me permettait d'expérimenter ça à ce moment-là. Comme je n'ai pas de charge familiale, voilà, ça aide aussi. Mm. Mhm. Alors, quand j'ai commencé la formation universitaire animaux-société à l'université de Rennes 2, donc l'année dernière, l'un de nos professeurs nous a expliqué qu'il n'y avait pas vraiment encore de métier identifié avec l'animalisme, mis à part peut-être les métiers de vétérinaire ou éthologue, par exemple. Donc, en quelque sorte, quelqu'un qui veut travailler en faveur de la cause animale doit inventer son propre métier. Donc, c'est la raison pour laquelle, mais justement, j'ai eu envie qu'on discute ensemble. Est-ce que toi, tu penses que c'est vrai que les métiers de l'animalisme existent encore à peine et qu'il faut les inventer soi-même? Ma réponse ne va pas être binaire. Ça va être un ni oui ni non ou un oui et non. Euh, Comment dire? Ah, déjà, je suis pas forcément d'accord avec le constat de dire que, à part les vétérinaires et éthologues, ce qui suppose que les vétérinaires et éthologues sont dans l'animalisme, sont des métiers qui font partie de l'animalisme, je ne suis pas sûre, franchement. Enfin, ça dépend comment on définit l'animalisme. Mais il ne me semble pas, à moi en tout cas, que les métiers de vétérinaire ou d'éthologue sont en soi des métiers nécessairement engagés dans la cause animale. Donc déjà ce préalable. Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'on doit forcément créer son métier? Je ne suis pas sûre non plus. Pour moi, c'est plus un ajustement, entre guillemets, de ses compétences. Et pour moi, les compétences acquises ou à acquérir, parce qu'on acquiert des compétences tout au long de sa vie. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense et c'est ce que je fais aussi activement au sein de Drôle de Zèbre. Moi, je suis beaucoup de formations, tout le temps. Euh, c'est en fait, pour moi, c'est acquérir ou mettre à profit de ces compétences qu'on a déjà, mais au service de la cause animale. Alors, est-ce que c'est une création de métier en soi? Je ne suis pas sûre. Parce que, par exemple, moi, tout à l'heure, je me suis présentée comme formatrice consultante sur la question animale. Mais des formateurs et formatrices, consultants, il y en a des milliers et des milliers, en fait, ne serait-ce qu'en France. C'est juste que le métier, il est adapté à la question animale. Alors, pour moi, c'est plus une adaptation de métier, en quelque sorte, plutôt qu'une création de métier. C'est plus, je trouve, c'est plus modeste, mais c'est pas parce que c'est plus modeste que je le dis comme ça, mais je pense que c'est parce que c'est plus juste en fait dans la réalité. C'est pas vraiment une création pour moi, c'est une adaptation. Ouais. Bon, alors comment c'est passé en fait? Comment tu t'es lancé en fait? Parce que, enfin, qu'est-ce qui, comment ça fonctionne? Est-ce que ça t'a semblé chaotique? Est-ce que ça t'a semblé une montagne à gravir? Est-ce que tu t'es dit, je vais embrasser le chaos? Oui, ça a été chaotique, mais non, ça n'a pas été une montagne à gravir pour moi parce que j'ai la chance d'avoir le biais de l'optimisme. Le biais de l'optimisme, c'est un biais que je partage avec de nombreux autres entrepreneurs, entrepreneuses. C'est en fait de penser que ça va être plus facile que ça va ne l'être en réalité. Ce qui me permet, voilà, ce qui nous permet de nous lancer dans des projets parfois faramineux en pensant que ça va être un peu plus facile que ça va ne l'être réellement. Mais tant mieux, ça nous permet de nous lancer. Et donc, oui, ça a été chaotique, mais néanmoins, j'ai essayé de mettre un peu d'organisation dans ce chaos, c'est-à-dire que je fais très attention quand même. Je suis quelqu'un de rigoureux, donc je fais attention à avoir quand même des connaissances et pas me lancer sans savoir. Donc, j'ai fait comme toi. J'ai suivi comme toi le diplôme universitaire animaux et société. Donc, c'est un diplôme qui est super parce que c'est un diplôme qui étudie en fait où on peut étudier les relations humains autres animaux selon des disciplines différentes et en faisant des liens entre elles. Donc, les disciplines différentes, c'est par exemple la sociologie, le droit, la philosophie, les sciences aussi.
Et donc, j'ai trouvé ça vraiment absolument enfin, hyper éclairant, en fait, sur le sujet. Après, j'ai suivi aussi beaucoup d'autres formations en lien direct ou indirect avec les animaux. Donc en lien direct, par exemple, c'est sur la biodiversité. J'ai suivi aussi un diplôme sur la responsabilité sociétale des entreprises, donc sur le développement durable appliqué justement aux entreprises. J'ai suivi aussi un diplôme avec AgroSup sur la protection animale, la science et le droit. Donc voilà, ce sont des diplômes qui vraiment m'ont apporté beaucoup de choses au niveau des connaissances. J'ai suivi aussi des formations pour être facilitatrice et pour être formatrice certifiée, pour connaître aussi bien les techniques d'animation d'atelier que toute la méthodologie de ce qu'on appelle l'andragogie, c'est la pédagogie pour adultes, puisque quand même, c'est une grosse partie de mon métier, c'est de transmettre. Et en fait, transmettre à des adultes, ça nécessite, alors c'est parfois inné chez certaines personnes, hein, mais pour moi, ça nécessite quand même de la formation et de connaître en tout cas les grands principes. Et c'est évidemment, au-delà de tous ces diplômes-là, c'est aussi d'apprendre sur le tas, comme on dit, quoi. C'est-à-dire expérimenter et aussi s'améliorer en continu et voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas en expérimentant. Mm. Donc, je me suis lancée comme ça l'année en 2020, l'année du Covid. Donc, évidemment que c'était un peu chaotique au départ, puisque mes clients potentiels n'étaient pas forcément prêts à ça et le contexte faisait que c'était pas évident. Mais bon, voilà, ça a pris, on va dire. On est surtout venu me chercher au départ pour être formatrice. C'est pour ça aussi que j'ai suivi des formations vraiment pour être formatrice certifiée, puisque j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'être assurée dans mes pratiques. Tes clientes, ils les trouvent comment, en fait? Alors, mes clients, je les trouve par réseautage, par bouche à oreille. Et je suis présente aussi sur le réseau social LinkedIn. Donc voilà, je les trouve comme ça, mes clients. T'as une newsletter, hein, d'ailleurs. Alors non, Drôle de zèbre n'a pas encore de newsletter, mais je vais bientôt la lancer elle m'est demandée régulièrement. Donc voilà, je vais bientôt la lancer. Et en revanche, l'agence Symbiocène a une newsletter. Voilà, donc je vous invite à vous abonner. Alors, l'agence Symbiocène, justement, tu nous as pas encore expliqué ce que c'était. C'est quoi la différence avec Drôle de zèbre? Alors la différence primordiale, c'est que Drôle de zèbre, je suis seule. C'est une entreprise individuelle et l'agence Symbiocène, nous sommes deux. Et donc, j'ai une associée qui est absolument brillante, qui s'appelle Charlotte Arnal, qui est une personne qui est vraiment géniale et qui est très, très impliquée dans la cause animale et qui est experte en communication RSE et en éthique animale. Et donc, on est très, très complémentaires. Et donc, on offre à nos clients vraiment une stratégie vraiment très, très structurée, intégrée, programmatique sur l'intégration des animaux et de l'éthique animale dans la stratégie de l'entreprise. Donc, Symbiocène, c'est plus pour les entreprises, peut-être? Oui, Mm. Symbiocène, c'est vraiment pour les entreprises, c'est fléché pour les entreprises. Alors que Drôle de zèbre, moi, je fais plus de la formation et des missions de conseil pour les collectivités territoriales. Comme tu sais, donc sur le boudoir numérique, j'ai étudié les liens entre la mode, la technologie, l'innovation, le numérique. Donc en mode innovante, on a un petit peu parlé, il y a de plus en plus de matières de la mode végane, donc en alternative aux matières issues de l'exploitation animale comme le cuir, les peaux exotiques, la laine, le duvet, la soie. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces matières innovantes? Moi, je trouve ça super qu'elles existent et que des entreprises fassent de la recherche sur ces nouvelles matières. On voit que maintenant, il y a des matières vraiment qui ont les mêmes propriétés en fait que le cuir. Mais ce sont des matières végétales, donc faites à partir de maïs, de champignons, d'ananas, de cactus, de pommes, de raisins. Et en fait, la technologie permet de faire ça.
Et moi, je trouve ça absolument génial que ça se développe. Pour moi, c'est vraiment porteur d'avenir, quoi. Mm. Est-ce que tu penses que justement pour la mode et les maisons de luxe, c'est par le biais de ces nouvelles matières innovantes que se va faire l'inclusion des animaux dans leur stratégie? Oui, après, pour moi, ça vient plus de la base, c'est-à-dire que ça vient plus des consommatrices et consommateurs. Parce que, évidemment, c'est une demande et ça va être une demande de plus en plus forte. En tout cas, toutes les statistiques le montrent. Donc, après, si les entreprises, évidemment, veulent être, comment dire, non pas prendre le train en marche, mais être plutôt la locomotive, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et au contraire. Mm. Mm. Je pense qu'il y a un gros potentiel au niveau des entreprises de luxe parce que généralement, ce sont elles qui ont les budgets et de se lancer dans la recherche et développement pour soutenir des startups qui lancent les matières, etc. Mm. Donc, c'est vrai que voilà, le luxe pourrait être un des domaines porteurs. Maintenant, est-ce que tu vois, toi, de par ton expérience, d'autres domaines qui sont porteurs d'un avenir d'inclusion pour les animaux dans la stratégie des entreprises? Oui, bah pour moi, il y a tout plein de domaines. En fait, on part déjà de toutes les entreprises qui utilisent les animaux comme des ressources. Déjà dans le domaine de l'expérimentation animale, on voit que ça se développe vraiment de plus en plus, en fait, des alternatives et donc des tests sur des souches de culture, par exemple, ce genre de choses. Et ça se développe vraiment beaucoup. Donc oui, dans ce domaine, oui, il y a bien d'autres domaines. Ah, tout ce qui est alimentation, évidemment. Tout ce qui est alternative végétale à la viande, aux poissons, aux œufs même. Euh, Ça se développe beaucoup et c'est un peu de la même façon que la mode. On voit que, il y a des marques qui se lancent dans ça à la base avec un modèle d'affaires sur cette base-là. En base, c'est une alternative végétale. Et puis, il y a aussi des grosses entreprises qui s'engouffrent là-dedans. Et pour moi, ce sont aussi des marqueurs, effectivement, d'évolution culturelle qui a évolution qui sont prises en compte évidemment par les entreprises. Ça va avec, ça marche avec. Donc oui, oui, il y a bien d'autres domaines où ça va se développer. Et pour moi, c'est même plus que ça. C'est pas seulement des domaines, mais pour moi, c'est toutes les activités en fait d'entreprise. À un moment, elles vont intégrer ce sujet-là. Et pour moi, c'est obligatoire parce que là, on voit déjà que le sujet de tout ce qui est réchauffement climatique, aujourd'hui, enfin, c'est difficile pour une entreprise de passer à côté. Mais pour moi, on voit que le sujet de la biodiversité prend aussi vraiment de la force. Pas encore tout à fait au même niveau que le réchauffement climatique, mais ça prend de la force. Pour moi, le troisième sujet, c'est l'éthique animale. Ça va venir parce que, en fait, pour moi, on n'aura pas de changement sociétal euh, lié au réchauffement climatique et à la biodiversité sans changement éthique, en fait. Le changement éthique, il va venir naturellement avec, ou plus tard, au pire, mais pour moi, ce sera avec. Et ça, pour moi, il faut l'intégrer dès le départ parce que ce sera plus facile pour les entreprises, en fait, d'intégrer dès le départ ce, voilà, ce sujet. Et d'ailleurs, on voit évidemment au niveau législatif que ça se traduit directement dans les nouvelles normes RSE. Et là, on a la CSRD qui est une nouvelle norme sur la RSE qui va s'appliquer donc à plus de 50 000 entreprises à partir de 2025 là. Ça, c'est une application progressive, mais on voit que pour la première fois, le sujet de l'éthique animale fait partie de, de- d'une norme RSE et c'est un sujet qui est détaché de la biodiversité. Le sujet éthique animale, il est dans le sujet de la gouvernance. Et ça, c'est très intéressant. Euh, et en fait, on voit, c'est des petits,
petit marqueur, hein, peut-être, mais on voit que ça progresse. Pourquoi est-ce que tu trouves justement que c'est important que ce soit plus sous la rubrique biodiversité, mais sous la rubrique gouvernance? Bah, pour moi, en fait, c'est important, et c'est à la fois important et c'est un gros marqueur que ce soit détaché, du coup, parce que souvent, avant, on voyait la considération des animaux, on la voyait souvent associée à la biodiversité. Sauf qu'on a oublié, enfin, on oublie ou pas, mais la biodiversité, en fait, c'est une notion qui est très, très large, très, très englobante, et qui n'englobe pas que les animaux. Il y a aussi les végétaux, les écosystèmes. Et en fait, les animaux sont complètement solubles dans cette notion très vaste de biodiversité. Par ailleurs, où on oublie souvent dans la biodiversité les animaux domestiques, donc les animaux dits de compagnie et surtout les animaux d'élevage. Je ne sais pas pourquoi, dans l'imaginaire des gens, les animaux d'élevage ne font pas partie de la biodiversité, alors que bien sûr que si, mais souvent on les oublie. Donc on focalise beaucoup plus sur les animaux sauvages quand on parle de biodiversité. Voilà. Et donc c'est pour ça que là, le fait que l'éthique animale et donc que la question animale soit détachée de la biodiversité, pour moi, c'est un gros marqueur qui montre que les animaux, on ne parle plus d'eux que comme faisant partie d'un gros tout biodiversité, ce gros globi-boulga de biodiversité. Non, là, et on parle d'éthique. Ça veut dire que l'éthique, on va se poser la question de quelles sont les responsabilités de l'entreprise, là en l'occurrence, vis-à-vis des animaux. Et pas seulement les animaux sauvages, mais tous les animaux. Et on va se demander, est-ce que déjà, quelles, au préalable de quelles sont les responsabilités, en fait, quelles sont les dépendances des activités de l'entreprise vis-à-vis des animaux et quels sont les impacts des activités de l'entreprise vis-à-vis des animaux. Et s'il y a des dépendances, quelles sont-elles? Dans quelle mesure on peut les évaluer? Comment on les évalue? Quels sont les impacts de la même façon? Est-ce qu'il y a des impacts? Souvent, une activité d'entreprise sans impact sur les animaux, ça n'existe pas. Il y a forcément des impacts. Mais quels sont les impacts? Dans quelle mesure? Et comment on peut agir dessus, en fait? Et quelles sont les responsabilités de l'entreprise vis-à-vis de tout ça, en fait? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire à l'avenir? Est-ce qu'on veut avoir autant de dépendance que ça vis-à-vis des animaux? Est-ce qu'on veut avoir autant d'impact que ça? Comment on peut les minimiser? Voilà, c'est toutes ces questions-là, nous, qu'on pose à l'agence Symbiocène et auxquelles on répond. Toi, quel est le rôle joué par la technologie dans l'inclusion des animaux dans le travail des entreprises? Pour moi, la technologie, elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. C'est à quoi sert-elle? Et pour moi, c'est cette question-là qu'il faut se poser. C'est vraiment à quoi telle ou telle technologie sert. Est-ce que ça sert à continuer à exploiter les animaux? Est-ce que ça sert à... Ou au contraire, est-ce que ça sert à éviter l'exploitation des animaux, à à minimiser les impacts? Donc, voilà, moi j'ai un regard, je pense, relativement critique sur la technologie, mais critique, pas forcément négatif, mais je regarde justement quelles sont les conséquences en fait de l'utilisation de telle ou telle technologie sur les animaux. Et à ce moment-là, je pourrais répondre si, si c'est bien ou si c'est bien ou si c'est pas bien, même si c'est pas dans ces termes-là voilà, que je travaille. Mais bah, on peut prendre des exemples. Justement, on parlait des matières innovantes, là, tout ce qui est matière innovante alternative au cuir, par exemple. Ça a pu être développé grâce à des technologies qu'on n'avait pas il y a quelques dizaines d'années, en fait. Même moins. Donc là, pour moi, je vois ça évidemment d'un bon œil. Tout ce qui est, par exemple, aussi dans l'agroalimentaire, ovosexage, qui, en fait, c'est un dispositif qui permet de déterminer le sexe du poussin dans l'œuf, dès l'œuf.
Et ça permet, dans l'industrie agroalimentaire, d'éviter de broyer des poussins vivants. Là, on se dit, bah, c'est pas mal quand même. La technologie, ouais, c'est pas mal. Après, si la technologie, elle permet de créer des fermes-usines avec des milliers et des milliers d'animaux exploités, parce que c'est ça aussi, hein, la technologie, là, ben, non, pour moi, ça va pas dans le bon sens, bien évidemment. Mm. Oui, ou par exemple dans le cas où l'intelligence artificielle serait utilisée, par exemple, pour analyser les sons émis par les animaux et Mm. justement encore accélérer cette espèce de course à la productivité dans ces fermes-usines, évidemment, c'est... Bah, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la question, c'est à quoi ça sert en fait. Si effectivement le déploiement de l'intelligence artificielle permet de maximiser les rendements et d'exploiter encore plus d'animaux, non, ça va pas dans le bon sens. Par contre, si ça permet, imaginons, hein, peut-être que demain on pourra. D'ailleurs, il y a des tests qui sont en cours, mais est-ce que demain on pourra, par exemple, savoir déterminer dans quel état se trouve un chat rien qu'à son faciès et analyser les petits signes qu'il y a sur son faciès de façon très très précise et donc évaluer peut-être aussi la douleur. Par exemple, dans une pratique vétérinaire, bah là, clairement, oui, c'est c'est top. Et pour moi, ça On va dans le bon sens. revient, on revient pas à l'idée de l'éthique animale, justement, Hum, puisque c'est l'éthique animale qui peut guider l'utilisation de cette technologie, justement. Exactement, c'est exactement ça. C'est vraiment passer sous le, sous le radar de l'éthique animale, en fait, ces pratiques-là, en fait, et se poser et prendre un temps, en fait, pour se poser ces questions-là, Mm. au-delà de la productivité et de la rentabilité. Ouais. Mm. Et aider les entreprises aussi, justement, à poser à poser les actes plus justes. Mm. Mm, Exactement ça. mm. Alors, pour conclure notre formidable entretien, donc voilà, moi j'ai eu envie de créer cette série d'interviews pour aider un petit peu les personnes qui auraient envie de se lancer voilà, dans un métier lié à la cause animale. Peut-être que voilà, ces personnes se retrouvent devant leur page blanche en se demandant, oh là là, par où commencer, etc. Bah, qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour commencer à écrire sur cette feuille blanche et se lancer. Euh, alors moi, je fais très attention avec les conseils parce que je trouve qu'il y a beaucoup, enfin, il y a beaucoup, il y a pas mal de personnes qui sont assez, comment dire, qui donnent des conseils sans connaître à la fois le marché, sans connaître la personne qu'elles ont en face d'eux. Ce qui peut donner en fait déjà des conseils non sollicités d'une part, et puis des conseils complètement à côté de la plaque. Donc moi, en tout cas, dans mon expérience personnelle, ça, ce que je peux vous dire, c'est que dans mon expérience personnelle, j'ai reçu beaucoup de conseils que je n'avais pas forcément sollicités et qui étaient complètement à côté de la plaque. Donc voilà, moi, ce que je peux dire, c'est que moi, je ferais plus un retour d'expérience. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai fait ça, mais c'est pas parce que j'ai fait ça pour moi que ça marche pour moi que ça va marcher pour les autres. Donc attention aussi à ça. En tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une réunion. Je me suis fait une réunion avec moi-même. J'ai fait mon petit bilan personnel de qu'est-ce que j'étais capable de faire. Donc avant de Drôle de Zèbre, hein, vraiment avant la création, c'était petit bilan. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que j'ai envie dans tout ça? Qu'est-ce que j'ai envie de continuer à faire? Euh, Qu'est-ce que je peux apprendre à faire? Quel est mon cap? C'est quoi mon objectif? Après, même si le cap, l'objectif, il varie, il peut varier dans le temps, hein, évidemment, mais en tout cas à ce moment-là, voilà, quel était mon cap, quel était mon objectif et quelles compétences je dois acquérir pour tendre vers ce cap ou cet objectif-là. Et déjà, voilà, moi, ça m'a donné pas mal de réponses sur mon parcours.
Et le fait d'oser aussi, et puis d'accepter aussi de se prendre des vents, voilà, d'accepter aussi les échecs, parce qu'il y en a, hein, c'est le parcours des entrepreneurs, entrepreneuses. Après, pour moi aussi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais le fait de créer mon entreprise, c'était pas un objectif en soi du tout. Pour moi, c'était plus un moyen de faire ce métier-là. Mais si ce métier, il existait dans une structure préexistante, voilà, je l'aurais aussi volontiers fait dans une structure préexistante. Donc voilà, c'était pas le fait de créer une entreprise, c'était pas quelque chose voilà, de forcément voulu de ma part. Mais maintenant que j'y suis très bien, hein. Mais voilà, en tout cas, je peux donner ce petit retour d'expérience-là. Bon, mais c'est déjà pas mal. Je pense que si déjà ils font cet exercice-là, ça va déjà les avancer. Plus écouter cette interview qui était vraiment très enrichissante, très stimulante. Merci. Et continuer à écouter les interviews de Ludmilla. Parce que c'est vrai aussi, non mais c'est vrai, c'est aussi cultiver, enfin en tout cas pour moi, cultiver ma curiosité que j'ai déjà à la base, j'ai déjà une grande curiosité. Et la cultiver en permanence, c'est quelque chose de très important, je pense. Surtout sur le sujet des animaux où il y a de l'actualité, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Anne-Laure, je te remercie pour cet entretien. Eh bien, merci. J'espère qu'on se retrouve bientôt. Avec grand plaisir.